Vous savez, quand dans cette campagne, salle après salle, on entre avec François-Xavier, il y a évidemment de l'émotion pour nous, mais il y a une profonde gratitude. Une gratitude pour vous, qui nous avez accompagnés pendant la totalité de cette campagne. Une gratitude pour vous, qui répondez présent. Une gratitude pour vous qui avez redonné à la droite et au centre son enthousiasme. Et quand on rentre dans cette salle et qu'on sent que vous êtes là, pas pour nous, mais pour les convictions qu'on partage, pour ce que nous menons ensemble avec François-Xavier, avec toute la liste, c'est le plus beau des encouragements. Et je voulais dire à François-Xavier à quel point chaque jour, tout au long de cette campagne, je suis fier du choix que nous avons fait ensemble. Ensemble parce que je lui ai proposé et ensemble parce qu'il l'a accepté. François-Xavier n'apporte pas seulement du renouvellement. Il n'apporte pas seulement une nouvelle génération, les nouveaux talents que je veux faire émerger. Il apporte plus. Il apporte l'incarnation de cette droite de valeurs à laquelle je crois. J'ai toujours profondément cru qu'on ne reconstruirait pas la droite et le centre en baissant les regards. J'ai toujours profondément cru que ça n'était pas un destin pour notre famille politique de marcher à l'ombre. Et j'ai toujours profondément cru que l'on pouvait affirmer ses convictions et le faire en rassemblant. Regardez et n'oubliez pas cette leçon de notre campagne. Nous avons fait le choix d'affirmer nos convictions et nous le faisons en étant tous rassemblés. Ça n'est pas quand nous reculons que nous rayonnons. C'est quand nous affirmons nos idées que nous sommes capables de nous fédérer tous, les uns et les autres. Et regardez notre famille politique ce soir, comme elle est rassemblée, portée par des personnalités qui ont des talents aussi divers et dont on peut être fier, à l'image d'Agnès, d'Arnaud, de Frédéric, de Geoffroy, de Nadine ou de Brice. Il y a dans cette salle nos élus locaux, les élus parisiens, les élus franciliens, nos élus départementaux, régionaux, nos parlementaires, autour de Annie et de Brigitte, ceux qui font la force d'une famille politique qui n'a pas oublié que pour faire de la politique, il faut être enraciné et que le nouveau monde n'a pas de supériorité sur l'ancien monde parce que quand l'on veut aller quelque part, il faut savoir d'où l'on vient. Et tout au long de cette campagne, comme ce soir encore, ils ont été de plus en plus nombreux à nous apporter leur soutien. Je veux remercier sincèrement Valérie de sa présence ce soir, elle qui fait un travail énorme dans sa région. Merci à toi, Valérie. Je veux remercier Hervé, avec lequel nous avons fondé une union durable, celle de la droite et du centre que nous avons rebâtie, qui nous a toujours portés et qui nous amènera les victoires de demain. Merci à toi, Hervé. Merci à Loïc, merci à Philippe, merci à Sylvie. Je veux remercier Christian, qui est l'image même de ce qu'est la fidélité politique à une famille et à des valeurs, celui qui n'a jamais tergiversé, jamais négocié. Je veux remercier Bruno, qui a une colonne vertébrale et qui a été si solide au moment des attaques contre François Fillon. Merci à toi, Bruno. Je veux remercier Gérard Larcher, qui a redonné toute sa place au Sénat face aux attaques du président de la République. Je veux remercier Joseph, qui est notre fierté et qui a rappelé ici ce soir que la seule famille politique qui porte l'union de l'Europe, là où Emmanuel Macron la fragmente, c'est celle des Républicains, c'est celle du PPE, c'est celle de l'Union, de la droite et du centre. Et je voudrais enfin rendre hommage à deux personnes qui ont énormément compté pour moi et qui m'ont fait la gentillesse d'être présents ce soir. Je veux rendre hommage à Michel Alliot-Marie et à Édouard Balladur. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur le Premier ministre. Je mesure ce que signifie votre présence. Merci. Eh bien oui, notre famille n'est jamais aussi forte que quand elle est rassemblée. Ce soir, elle l'est rassemblée. Dans cette campagne, elle l'est rassemblée. Et c'est une des dynamiques qui nous a été apportée tout au long de cette campagne des Européennes. Le président de la République, le Premier ministre, la tête de liste En Marche
n'ont de cesse dans cette campagne de montrer leur mépris pour la France de droite. Le Premier ministre, encore hier, s'en est pris à ce qu'il appelle la droite Trocadéro. Une droite Trocadéro qu'il a expliqué ne pas aimer. Mais ce n'est pas la droite Trocadéro qu'il n'aime pas. C'est la droite tout court qu'il n'aime pas. Parce que ce qu'ils font, ce qu'ils portent, ce qu'ils croient, ne correspond en rien aux convictions et aux visions de la droite. Quand on est de droite, on a le courage de baisser la dépense publique et de revenir sur le nombre de fonctionnaires comme Nicolas Sarkozy avait su le faire. Quand on est de droite, on ne nie pas l'existence d'une culture française et on n'abaisse pas notre pays à l'étranger en disant que la France n'aurait commis que des crimes contre l'humanité, comme le président a pu le faire en Algérie. Quand on est de droite, on ne confond pas le voile islamique et le fichu qu'auraient pu porter nos grands-mères à l'église, comme le fait Madame Loiseau. Quand on est de droite, on a du respect pour nos aînés et on ne prend pas 8 milliards d'euros aux retraités, comme le président de la République l'a fait en moins de 2 ans, en expliquant que les retraités étaient des privilégiés. Quand on est de droite, on n'accepte pas de faire rentrer année après année toujours plus d'émigrés alors que l'on sait que nos capacités d'intégration sont dépassées. Quand on est de droite, on ne compare pas un terroriste palestinien à Nelson Mandela, comme l'a fait Pascal Durand, qui est en position éligible sur la liste En Marche. Quand on est de droite, on n'est pas soutenu par Cohn-Bendit et Elisabeth Guigou. On n'envisage pas de créer un groupe avec les socialistes. Mes amis, ce soir, je m'adresse à tous les Français, à tous ceux qui croient dans les valeurs de la droite et du centre. Dans cette élection, vous pouvez faire entendre votre voix. Il y a une liste qui croit dans l'Europe. Il y a une liste qui porte ces valeurs. Une Europe qui protège nos frontières. Une Europe qui défende son identité et ses racines chrétiennes face à l'islamisme. Une Europe des projets. L'Europe que nous aimons, cette liste, c'est celle des Républicains, de l'Union, de la droite et du centre. Cette voix, ça n'est évidemment pas celle du Rassemblement national. Je combats Marine Le Pen dans cette élection parce que le projet que porte Marine Le Pen est un projet de déconstruction de l'Europe et de l'euro et que je suis convaincu que ce serait la pire erreur à commettre pour notre pays à un moment où nous avons besoin de l'Europe face à la Chine, face aux États-Unis, face à l'immigration massive, face à l'islamisme, face à la dérégulation climatique. Le projet que porte Marine Le Pen de déconstruction de l'Europe serait un projet funeste pour l'avenir de notre pays. Mais cela ne signifie pas pour autant que le seul choix soit pour ou contre l'Europe. Quelle est l'Europe que propose Emmanuel Macron? Son Europe, c'est l'Europe de l'élargissement, sans cesse plus loin. Son Europe, c'est celle du multiculturalisme. Son Europe, c'est celle de l'immigration non maîtrisée. Son Europe, c'est celle de la technocratie. Ça n'est pas à cette Europe que je crois. Il y a une autre Europe. Il y a cette Europe qu'avait su faire vivre Nicolas quand, sous la présidence française de l'Union européenne, la France pesait en Europe et l'Europe pesait dans le monde. C'est cette Europe que nous voulons retrouver. Refonder l'Europe. Quand nous avons réfléchi à cela avec François-Xavier, nous nous sommes dit, mais qu'est-ce que cela signifie? Ça n'est pas la Commission européenne, ça n'est pas l'Union européenne, ça n'est même pas le Parlement européen. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Que font les pères fondateurs? Que choisissent-ils comme emblème au moment où ils fondent l'Union européenne? Que mettent-ils sur ce drapeau? Ils mettent les étoiles de la couronne de la Vierge. Que font De Gaulle et Adenauer quand ils décident de construire cette unité franco-allemande qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui en train de fragmenter? Dans quel lieu se retrouvent-ils? Ils vont à la cathédrale de Reims.
Ils vont dans ce lieu emblématique de l'histoire de France qui avait été détruite par les bombardements allemands. Et dans ce lieu qui dit tout de ce qu'est notre histoire et nos racines, ils reposent sur les fonds baptismaux ce que doit être l'entente et l'union de la France et de l'Allemagne. Et que font-ils? Comment ne pas le comprendre? Ce qu'ils portent, c'est de toute évidence un projet de civilisation. Ce qu'ils veulent de toute évidence, c'est dire la voix de l'Europe n'est pas éteinte. L'Europe a une mission, elle a quelque chose à dire. Pourquoi êtes-vous là? Parce que la question que nous nous posons, c'est exactement la même. Allons-nous accepter silencieusement de devoir changer notre mode de vie, de renoncer à ce que nous sommes, ce qu'est notre identité, notre culture, notre civilisation? Ou au contraire, allons-nous être capables de retrouver cette fierté, de retrouver ce souffle, de retrouver cette envie? L'Europe a-t-elle encore un destin face à la Chine et aux États-Unis? Évidemment, mais à condition de savoir qui elle est. Quand nous nous interrogeons, quand on nous demande « quelle Europe voulez-vous » eh bien répondez que notre liste est profondément européenne. Répondez qu'elle est pour l'Europe. Répondez qu'elle est pour une Europe qui s'appuie sur les États, sur les nations et sur les frontières, qu'elle est pour une Europe qui assume tout à la fois son identité et sa civilisation. La civilisation, ce mot magnifique que les politiques ont renoncé à prononcer et que nous avons voulu, dans cette campagne européenne, mettre au premier plan de notre projet, parce que c'est le plus beau des défis quand on fait de la politique. Une civilisation. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? Quand Romulus fonde Rome, il trace un sillon, parce qu'il veut marquer clairement la différence entre ceux qui sont dehors et ceux qui sont à l'intérieur, parce qu'il veut clairement signifier que c'est lui et lui seul qui choisit qui rentre à l'intérieur de la cité. Pour qu'il y ait une civilisation, il faut des limites, et nous l'avons trop oublié. Une de nos différences majeures avec la liste d'En Marche, c'est la question de l'élargissement. Nous sommes contre la poursuite de l'élargissement parce que l'élargissement a beaucoup trop affaibli l'Union européenne. Emmanuel Macron, à Trieste, a expliqué qu'il fallait élargir au plus vite l'Union européenne aux pays des Balkans. À Bucarest, il a expliqué que la Roumanie et la Bulgarie devaient rentrer au plus vite à l'intérieur de l'espace Schengen. Et comme par hasard, les négociations pour l'adhésion de l'Albanie devraient s'ouvrir en juin. Vous avez vu l'engagement qu'ont signé devant vous tous ceux qui sont sur notre liste. Ils s'engagent à voter pendant la durée de leur mandat contre toute décision qui ouvrirait la voie à des élargissements supplémentaires et à mettre fin aux négociations avec la Turquie. Mais pour qu'il y ait des frontières, il faut les défendre. Oui, défendre ses frontières. Ce à quoi nous avons beaucoup trop renoncé. Je ne sous-estime rien des drames qui se jouent en Afrique. Je ne sous-estime rien de ces visages parfois hagards, de gens déracinés, qui ont été poussés sur les routes de l'Afrique et de l'Europe, qui ont souvent connu bien des épreuves, qui ont été utilisés et instrumentalisés par les mafias de passeurs. Mais je pose juste cette question si belle que posait Charles Péguy. Qu'est-ce qui est meurtrier et qu'est-ce qui est généreux? Rien n'est meurtrier comme la lâcheté. Rien n'est humain comme la fermeté. Quand on laisse planer cet espoir que l'avenir de la jeunesse africaine serait en Europe, je ne crois pas que c'est cela la vraie générosité. Quand, comme le fait le gouvernement, on continue à accepter les migrants qui viennent à travers les passeurs, je ne crois pas que c'est cela la vraie générosité. La vraie générosité, c'est celle qui consiste à dire l'avenir de la jeunesse africaine doit être en Afrique. La vocation de l'Europe est de se battre pour aider à développer le continent africain et non pas de laisser croire qu'on peut vider l'Afrique de sa jeunesse. Et quand le président de la République propose de créer de nouveaux centres d'accueil des demandeurs d'asile en Europe, nous proposons tout l'inverse. Que les demandes soient faites hors d'Europe, que des pays du Moyen-Orient et d'Asie assument aussi leur part de responsabilité et qu'ils accueillent aussi des demandeurs d'asile.
Ce que nous demandons, c'est que quand des bateaux sont arrêtés, ils soient reconduits de l'autre côté de la frontière et que quand quelqu'un est rentré illégalement en Europe, comme l'Australie le fait, il ne puisse plus jamais être régularisé parce que l'on ne rentre pas dans une maison en fracturant la porte. Nous devons retrouver la maîtrise de notre immigration. Une civilisation. Pour qu'il y ait une civilisation, il faut un projet. Un projet, ce ne sont pas des normes. Ces petites normes qui agacent, énervent et bêtent dont parlait Tocqueville. Il faut des projets qui parlent. Pourquoi l'Europe? Pourquoi la Commission européenne, plutôt que d'avoir cette compétence normative, ne se verrait-elle pas dotée de compétences permettant de faire avancer des vrais projets? Cette Europe des projets dans laquelle nous croyons. Pourquoi la France, qui se croit toujours si intelligente, rajoute-t-elle des normes supplémentaires aux normes bruxelloises, car nous avons souvent une lourde responsabilité dans cette folie normative. Je voudrais vous donner un exemple. Toute famille qui a connu l'épreuve d'Alzheimer sait à quel point c'est une épreuve terrible. Quand petit à petit, vous sentez partir l'être cher. Quand petit à petit, les souvenirs que l'on avait en commun s'effacent. J'ai perdu ma grand-mère comme ça. Et chaque jour qui passe était un jour qui privait un tout petit peu plus de la possibilité juste de garder ce qu'il y a de plus précieux quand on est à la fin, les souvenirs communs des moments heureux. Alzheimer, c'est une épreuve psychologique, c'est une épreuve morale, c'est une épreuve physique. C'est une épreuve qui emporte tout aussi bien quand on est à la fin de sa vie que quand on est au milieu. C'est sans doute un des pires défis du XXIe siècle. Pourquoi l'Europe ne se fixerait-elle pas cette cause extraordinaire consistant à se dire, fédérons, mettons ensemble tous les laboratoires de recherche qui travaillent à l'échelle européenne, mettons-les tous ensemble, fixons-leur une grande cause, d'intensifier nos progrès et nos recherches contre les maladies neurodégénératives. Fixons-nous cet enjeu de pouvoir dire demain que l'Europe ait la fierté de dire « Nous qui étions le continent de la famille Pasteur, nous serons demain le continent qui pourra dire au monde « Nous avons permis de trouver les remèdes contre la maladie d'Alzheimer. » Voilà la meilleure manière de dire l'Europe à laquelle nous croyons. Cette Europe, mes amis, c'est aussi celle de la dignité. C'est aussi celle qui sait que dans une société, tout ne peut pas finir par être marchandisé. C'est aussi celle qui sait que l'être humain doit se fixer des limites, que la marchandisation du corps humain, que la marchandisation de la procréation n'est pas une voie qui est conforme à ce qu'est le destin et la parole de l'Europe. Madame Loiseau fait partie de ceux qui défendent la légalisation des mères porteuses, ce qu'on appelle la gestation pour autrui. Il faut bien comprendre qu'à travers elle, c'est le lobby pro-gestation pour autrui qui exercera son influence au Parlement européen, ceux qui acceptent un marché de la personne humaine. Je ne peux m'y résoudre. Ça n'est pas ma conception de ce qu'est la civilisation européenne, de ce qu'est l'éthique, de ce qu'est la philosophie qui nous a portés et qui a conduit à porter les bases de la dignité humaine, ce qui a été l'œuvre patiente de la civilisation européenne. Eh bien, nous nous battrons pour faire interdire au niveau européen la marchandisation du corps humain, parce que ça n'est pas conforme à ce qu'a été l'Europe et à ce qu'elle doit être demain. Une civilisation, enfin, c'est une âme, c'est une culture, c'est une histoire. Comment ne pas voir aujourd'hui à quel point nos civilisations et notre civilisation peut être mortelle? Au moment où des gens qui sont pourtant nés en France, qui sont nés en Europe, auxquels la France et l'Europe ont tout donné, tournent leur haine et leurs armes contre tout ce que nous sommes et veulent abattre
ce que nous incarnons. L'Europe doit se fixer une priorité. Cette priorité, c'est vaincre le totalitarisme islamique. Vaincre le totalitarisme islamique. Il n'est même pas question de l'islamisme à l'intérieur du programme d'Emmanuel Macron, comme si on avait honte de mettre des mots sur les combats que nous avons à mener. Nous demandons au contraire que l'Europe puisse adopter un pacte européen contre l'islamisme. Nous demandons que demain, la nouvelle majorité au Parlement européen puisse demander la fermeture de toutes les mosquées salafistes qui sont en Europe. Nous demandons que demain, les imams qui prêchent la haine soient reconduits hors d'Europe parce que nous devons arrêter de les laisser faire leur travail de propagande à l'ombre des mosquées. Et nous demandons, mes amis, que la question des djihadistes soit réglée dans la clarté. Je suis allé à Mossoul dans le cadre du programme que nous portons de soutien aux minorités chrétiennes en Orient. J'ai échangé avec ces femmes yézidis qui ont été réduites en esclavage sexuel par les combattants de Daesh. J'ai vu dans Mossoul cet immeuble qui fait plusieurs étages et où ceux qui ne partageaient pas leur fanatisme se voyaient mettre un sac sur la tête pour être précipités du haut de ce building pour qu'ensuite ils agonisent au pied de cet immeuble, le cou brisé. J'ai vu ce terrain de foot où ils faisaient jouer les gamins avec les têtes décapitées de ceux qui avaient été leurs ennemis. Cela, c'est le djihad. Ces crimes et ces barbaries qui ont été faites, c'est l'œuvre des djihadistes. Et la France, notre gouvernement, a accepté de faire revenir 200 djihadistes sur le sol français. Eh bien, nous, ce que nous demandons, ce que nous portons, c'est que l'Europe prenne la responsabilité d'organiser un tribunal international en Irak, que ce tribunal international juge en Irak les djihadistes, qu'elle les condamne là où ils ont commis leurs crimes et qu'ils restent en Irak et en Syrie et qu'ils ne reviennent pas sur le continent européen, car ils n'ont plus leur place en Europe. Car tout simplement, l'islam politique n'a pas sa place en Europe. Mais si nous sommes honnêtes, nous portons une lourde responsabilité. Parce que s'est-il passé? Le vide que nous avons laissé, c'est l'islam qui l'a occupé. Le vide que nous avons laissé, c'est l'islamisme politique qui l'a occupé. Le vide que nous avons laissé, c'est le travail des intégristes qui ont pris sous leur joug les musulmans modérés. C'est nous qui l'avons laissé. Et que s'est-il passé? Souvenez-vous de ce qu'est la véritable histoire de l'intégration française. Et je suis sûr que dans cette salle, bien des visages pourraient en témoigner. L'intégration de ce qu'était la République française, c'était cette intégration merveilleuse qui permettait à des gens qui arrivaient dans notre pays de trouver leur place parce qu'ils y venaient en disant à leurs enfants « Nous venons ici pour travailler. À compter de ce jour, ne me fais pas honte. Travaille dur à l'école, ne te fais pas remarquer. Apprends le français, apprends à lire et à écrire. À compter de ce jour, ton pays, c'est la France. » Voilà ce qu'était l'histoire de l'intégration française. Et nous avons inversé les choses. Nous avons inversé les choses. Nous avons cru qu'il fallait inverser le devoir d'intégration. Nous avons cru que pour accueillir l'autre, il fallait que nous nous adaptions. Nous avons cru que pour intégrer l'autre, il fallait que nous adaptions notre propre mode de vie, au lieu d'avoir la générosité de dire « voilà comment nous fonctionnons ». Et pour que vous puissiez vivre dans le pays que vous avez choisi, il faut que vous compreniez les règles qui sont les nôtres. Mes amis, on a le droit d'aimer ce que nous sommes. On a le droit de chérir ce que nous sommes. Je refuse que la France et l'Europe s'enfoncent dans un déni de notre identité et de notre culture qui nous a amenés petit à petit à dénigrer tout ce que nous sommes. Je veux que nous retrouvions cette fierté. Je veux que nous retrouvions cette fierté. Comment ne pas comprendre
Comment ne pas comprendre ce qui s'est joué, qui était si merveilleux dans cette souffrance et cette épreuve qui était si terrible au moment de l'incendie de Notre-Dame? Pourquoi tout le monde était touché? Mais parce que c'était la France qui brûlait. Et parce que tout d'un coup était évident, incontestable, ce que nous n'avions même pas eu le courage d'inscrire dans les traités fondateurs, c'était la France. Et que l'on soit chrétien ou non, que l'on soit chrétien, musulman, d'une autre religion, c'était évident qu'avec Notre-Dame, c'est la France qui brûlait, parce que c'était nos racines chrétiennes qui brûlaient. Voilà pourquoi il faut réinscrire les racines chrétiennes dans nos traités fondateurs. Mais ces incendies-là sont visibles. Et il y a d'autres incendies qui sont plus invisibles. À chaque fois que l'on renonce dans une classe d'histoire à enseigner soit l'histoire de l'Europe, soit l'histoire de la Shoah, c'est un petit incendie. À chaque fois que dans un hôpital, un médecin homme se voit contester la possibilité d'intervenir sur une patiente femme parce que son mari explique que ça n'est pas compatible avec sa religion, c'est un petit incendie. À chaque fois que dans un quartier, Rachida, toi qui t'es toujours engagée contre ça, une femme n'a plus le choix de la façon dont elle se vêtit, du choix professionnel qu'elle fait, c'est un petit incendie parce qu'en France et en Europe, une femme doit avoir le choix. J'ai toujours refusé de reculer sur la question en apparence si anodine des crèches, parce que j'ai toujours pensé que les crèches, c'était un petit bout de ce que nous sommes, et qu'à chaque fois que l'on recule sur un petit bout de ce que nous sommes, nous abandonnons un grand pan de notre civilisation. Il ne faut plus reculer, il ne faut plus se soumettre. Saint Augustin le disait si bien, à Rome, fais comme les Romains. Eh bien, retrouvons ce qui est la si belle histoire de l'intégration européenne et française. Revenons au bon sens, c'est à celui qui vient de s'adapter au mode de vie européen et de respecter le mode de vie européen. Alors oui, mes amis, il faut que nous retrouvions cette fierté de notre histoire, de notre culture et de notre identité, celle de cette Europe millénaire qui nous a enfantés, cette Europe qui arrête la barbarie au champ catalonique quand les Romains et les Francs sont capables de s'unir pour mettre un stop à l'invasion d'Attila. Cette Europe qui a couvert ses paysages de ce manteau de clochers et d'abbayes qui font que quand on se déplace en Europe et qu'on voit ces silhouettes familières qui nous parlent, on sait qu'on est en Europe. Cette Europe, Jean, qui a porté la foi de l'homme jusque dans la chapelle Sixtine quand elle est peinte par Michel-Ange. Cette Europe qui part à la découverte du monde avec l'audace d'un Magellan et la splendeur de l'âge d'or espagnol. Cette Europe des philosophes et des Lumières qui a vu enfanter tout à la fois Montesquieu et Kant. Cette Europe qui a cru et qui a foi dans le progrès humain et dans la science. Celle qui a ébahi le monde avec les travaux d'Eiffel et de Pasteur. Cette Europe qui a encore tant à dire et à apporter. Cette Europe qui nous raconte une histoire qui est la nôtre. Cette histoire dont nous pouvons tout à la fois être fiers et dont nous pouvons nous montrer dignes, parce que quand on est en France et en Europe, la meilleure garantie de notre avenir, ce sont nos racines. La meilleure garantie de ce que nous pourrons faire demain, c'est ce que nous sommes capables de transmettre à nos enfants. Réaffirmer l'identité européenne, retrouver le sens de notre civilisation. Mes amis, nous avons besoin de vous. François Xavier a besoin de vous. Il y a un espoir qui s'est levé dans cette campagne, une force que personne ne pourra arrêter. Je vous demande de nous aider dans les 12 jours qui restent. Aidez-nous pour refonder l'Europe et pour rétablir la France. Je ne connais pas en politique de plus grand ni de plus beau combat. Vive la France et vive l'Europe! Alors, je vous demande d'accueillir notre candidat, François-Xavier